Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, si vous m'entendez bien, vous pouvez juste mettre un oui dans le chat et si vous voyez, je pense que vous ne voyez pas encore mon écran et normalement maintenant vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Merci. Je pense que voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une session pratique de Scopus. Donc vous pouvez déjà ouvrir votre Scopus à côté parce que il y aura des choses à faire dessus. Et on va donc voir les profils d'auteurs. Donc, si vous avez déjà publié, vous pouvez avoir déjà un profil d'auteur. Ou alors, on va chercher un profil, ça peut être un collaborateur, voilà, pour voir. Et après, on va voir des méthodes et des outils à pouvoir analyser votre sujet de recherche et construire cette requête. Alors, moi, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Sarah Cliché, je suis Customer Success Manager en France. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans la partie questions-réponses. Si le webinaire est enregistré, si vous voulez des certificats, vous allez recevoir tout ça par email, comment faire le téléchargement de vos certificats par la suite. Donc, on va commencer. Euh, Donc, Scopus, juste pour le contenu Scopus, on répète ça à chaque webinaire, mais c'est pour rappel parce qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent. Donc, c'est un contenu fiable puisque et aussi qui a plusieurs signaux. Alors, c'est multi-éditeur, c'est au-delà d'Elsevier. Vous voyez, il y a plus de 7000 éditeurs et des articles, des conférences, des livres et aussi des préprints. Donc, on a plus de 2,6 billions de références citées et avec ces réseaux, on met tout ça en lien et puis on fait des profils d'auteurs, aussi des profils institutionnels à travers de plusieurs algorithmes, mais aussi des analyses de données avec des graphes que je vous enverrai après. Après, par rapport au contenu fiable, Scopus a des critères d'indexation, c'est un comité indépendant et ce comité réévalue les revues de temps en temps ou dès qu'il y a un signal en fait, plusieurs signaux sont monitorés, donc il y a une révélation de ces revues, par exemple. Et par rapport aux suggestions, donc on voit que les suggestions qu'on a d'être indexées, on a 48% qui sont acceptées. Donc ça, c'est pour cette partie. Maintenant, on va directement dans le sujet qui est les profils d'auteurs. Alors, dans les profils d'auteurs, ça va venir vous aider à avoir une meilleure visibilité puisqu'il y a parfois des homonymes et donc pouvoir recentrer tout ça, vous allez aussi pouvoir, pourquoi pas, montrer votre expertise à travers par exemple, de topics. Vous pouvez aussi analyser qui vous cite, mais je trouve aussi intéressant de savoir savoir vous-même qui vous cite. Peut-être c'est un collaborateur qui pourrait être intéressant, bref. Donc, vous pouvez aussi faire cette étude et même faire des alertes dans ce sens. Donc, il y a plusieurs organisations qui utilisent ces profils d'auteurs pour des fins diverses et variées. Et comment ils sont créés? Donc, il y a dans chaque article, il y a la signature de l'auteur et puis il y a les affiliations. Donc, on ne fait pas de proxy affiliation auteur, c'est-à-dire on a un algorithme qui va voir le nom de l'auteur avec d'autres critères. Il y a plusieurs critères, c'est pas que le nom. C'est le champ d'étude, c'est dans quel domaine euh, vous publiez, c'est les collaborateurs avec qui vous publiez, entre autres. Il y a plus de 17, 17 champs qui sont vus. Et puis après, il y a l'indexation des institutions, parce qu'on comprend bien que le chercheur, il peut déménager d'une institution à une autre. Voilà. Donc l'affiliation peut changer. Donc, on a deux choses qui sont faites. On a des algorithmes qui vont donc construire ces profils d'auteurs, mais on a aussi la partie manuelle, parce que les algorithmes, vous savez bien, ils savent pas tout. Donc, on met des critères parce qu'on veut qu'ils soient le plus pertinents possible, mais parfois, ils peuvent, voilà, et ils vont pas être tout le temps 100%, même si dans la grande majorité des cas, ils peuvent être assez fins.
Et donc là, on joint les deux, le milieu des deux mondes avec aussi le manuel. Donc, vous n'avez pas à faire toute votre liste. Vous avez donc à faire un retour, un input, une correction, si besoin, de cette liste sur votre profil. Aussi par rapport aux homonymes, donc on a plusieurs personnes avec des homonymes, donc le même nom, mais voilà, qui peuvent être ou pas dans le même champ. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui se ressemblent trop et aussi qui vont publier avec plusieurs variations de noms, comme là Jane Stone, J. Stone, Jane Stone, Jane A. Stone, Jane Ashby, par exemple. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ces profils d'auteurs. C'était centraliser toutes ces variantes et pouvoir dire que cette personne est vraiment le monsieur Dupont et pas l'autre monsieur Dupont. Et puis après, il y a la partie, aujourd'hui, je vais pas trop rentrer dans la partie affiliation, mais aussi ça rentre dans cette question-là. Donc, on va trouver et analyser des profils auteurs. Donc, on, dans Scopus, vous avez plusieurs onglets. Et donc là, on va dans l'onglet auteur. Dans cet onglet auteur, vous pouvez chercher par nom. Donc, vous pouvez déjà, si vous avez déjà publié, vous pouvez mettre votre nom. Vous pouvez aussi, si vous avez un ORCID, vous pouvez aussi chercher par ORCID. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ORCID, c'est un identifiant international pour dire que vous êtes vous. Donc, c'est pas Elsevier, c'est un autre organisme qui le fait, mais vous pouvez le relire. Ou même, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, mais là, c'est plutôt pour trouver des experts. Voilà. Au lieu d'avoir une liste de documents, là, je vais avoir des experts dans un champ. Là, je cherche des collaborateurs, savoir qui travaille dans ce champ. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, on va commencer avec un nom. Et là, ce qu'on peut voir déjà, par exemple, si vous avez plusieurs profils, par exemple, parfois, le algorithme de précision ne permet pas de dire que vous êtes la même personne, parce qu'il y a des métadonnées qui sont différentes. Donc, vous pouvez, ça, c'est pas le cas. Mais par exemple, si c'était, donc j'aurais pu sélectionner ici et dire, je vais fusionner ces auteurs. Donc, dans la partie auteur, vous avez signaux. Vous avez le nombre de citations, vous avez les documents, vous avez sur H-Index, vous avez la liste de documents. Alors, si il y avait un ORCID, vous avez le numéro de l'ORCID ici. Vous avez l'historique des institutions. Ici, c'est tous les variantes de noms qui ont été voilà, déjà compilés dans ce profil. Et vous pouvez aussi faire des alertes, par exemple, si c'est votre profil. Soit si c'est quelqu'un qui vous voulez suivre, vous pouvez faire des alertes de documents. Soit si c'est votre profil, vous voulez savoir qui vous cite, vous pouvez faire des alertes de citation. Et là, vous avez aussi une partie impact. Vous avez ce qu'on appelle les topics. Donc, c'est sur quoi vous avez travaillé dernièrement. Donc là, on va mettre des réseaux sur vos publications pour dire quels sont les thèmes principaux. Donc, par exemple, cette personne, elle a travaillé sur ça, sur les pratiques chirurgicales des défis Covid. Je sais pas. Et là, il y a 4 documents. Donc, ces documents, là, donc, je les agrège par topic. Donc, maintenant, vous allez... alors, ce ne sera pas 7 minutes, je vais faire un peu moins. Alors, maintenant, vous allez chercher un profil, que ce soit le vôtre ou que ce soit dans un collaborateur. Donc, voilà, saisir le nom de famille, l'initiale, et identifier le profil que vous avez repéré. Et vous pouvez mettre dans le chat, je vais mettre aussi le nombre de documents que ce profil a, le nombre de citations, le H-index. Pardon.
Et donc, je vais vous donner 2 minutes pour faire ça. Ah, bon, ceci, je pense pas que je partage mon... Je vais mettre... Est-ce que vous avez pu, du coup, aller chercher un profil? Si vous pouvez mettre dans le chat un profil d'auteur, comme ça, on peut aller voir ensemble. Bon, c'est alors, si vous pouvez me donner un exemple, comme ça, on peut voir ensemble ces éléments. Sinon, je vais partager celui-là. Et puis, vous pouvez déjà en avance, alors, partager aussi un domaine de recherche, comme ça, on va faire ensemble tout à l'heure. Alors, sur ce profil-là, vous pouvez aussi, quand vous faites Show Information, voir des Potential Author Matches. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un autre profil qui pourrait être le même? Donc, tout à l'heure, je vous ai montré une façon de faire. Ici, il y a une autre. Alors, c'est un nom très commun. Donc, c'est pour ça qu'il met, il y en a pas mal ici, parce que Rodriguez, c'est un nom très, très commun. Donc, ici, ça permet d'aller voir d'autres profils. Peut-être ce mois, peut-être pas. En tout cas, il n'a pas pu vraiment vous désigner étant vous, mais il dit c'est potentiellement ça a des similarités. Et donc, vous pouvez aussi à partir de là faire ça. Et pour faire les corrections de profil d'auteur, donc si vous avez vu vos documents, vous avez aussi des préprints par exemple, ou alors est-ce que l'affiliation elle est correcte, sachant que l'affiliation ici dépend de la dernière publication. Donc peut-être vous n'avez pas encore publié dernièrement et avec la nouvelle affiliation, donc c'est encore l'ancienne. Donc là, on se base sur les métadonnées, donc les données de l'article. Donc si vous avez déjà publié avec la dernière publication, avec votre dernière affiliation, et que ce n'est pas à jour, par exemple, c'est des choses qu'on peut venir corriger ici. Donc déjà, il va demander si c'est mon profil. Ce n'est pas mon profil. Et vous devez avoir donc un compte qui est facile à créer.
ici, que ce soit pour les alertes, pour la correction de profil. Et du coup, vous aurez votre profil lié avec votre compte. Donc, c'est obligatoire d'avoir un profil pour avoir ces fonctionnalités. Donc ici, elle a plusieurs variantes de nom. Donc, est-ce qu'il y a une variante que je préfère pour être dans mon profil euh, principal? Donc, je peux choisir. Et puis, l'organisation, quelle est l'organisation aujourd'hui que je suis par rapport, encore une fois, aux signatures des papiers. Donc, toutes les signatures sont ici, mais parfois, peut-être, vous avez plusieurs organisations, donc vous pouvez trouver votre préféré. D'ailleurs, en aparté, il y a certaines universités qui regardent, ou même vous, c'est plus quelque chose de personnel qui est fait avec Stanford, c'est le top 2% scientist. Et donc, après, il y a une affiliation qui est vue. Donc, nous, on ne fait pas ce classement, mais en tout cas, on extrait les données et après, sont retravaillées par rapport à cette liste. Et l'organisation qu'ils prennent pour le chercheur est cette organisation principale. Dans Scopus, vous avez plusieurs organisations que vous publiez, mais donc, je fais cet aparté ici. Par rapport aux documents. Donc, il y a 25 documents. Donc, s'il y a pas, si un document ne devrait pas être ici, je peux l'enlever. Donc, je peux mettre aussi voilà, je peux afficher une liste plus longue si j'ai plus de documents. S'il y a quelque chose qui n'est pas ici, je peux aller chercher. Sachant que comme il y a un critère d'indexation dans la revue pour qu'elle soit dans Scopus, il faut voir aussi si c'est pas parce que la revue n'est pas dans Scopus. Mais dans le cas où la revue est indexée dans Scopus, et que cet article n'apparaît pas ici, vous pouvez le chercher. Et vous pouvez le lier avec votre préférence. Les préprints, la même chose. Vous pouvez aussi, il y a des préprints et là, on indexe plusieurs bases de données, donc vous pouvez chercher les préprints si vous avez publié des préprints. Sachant que les préprints, donc c'est des pré-publications qui ne sont pas encore été en peer review et ça peut être aussi intéressant de regarder ça dans les profils d'auteurs pour savoir qu'est-ce que cet auteur est en train de mijoter, entre guillemets, pour ses prochaines publications si le préprint est récent. Et puis les grants. Donc, après tout ça, vous validez. Là, je ne vais pas le faire, mais vous validez. Vous allez après, et sachant et il y a une équipe qui vérifie, donc ces données derrière, cela fait du sens de pouvoir de modifier tout cela. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au profil d'auteur et aux corrections des profils d'auteur? Non. Est-ce que vous avez trouvé un doublon de votre profil? Est-ce que vous... Oui ou non? Bon, aujourd'hui, les gens sont timides. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une session atelier. Donc, comme j'ai dit au tout début, ayez votre Scopus à côté pour participer. Et donc, on va partir sur l'analyse de champs de recherche. Donc, mettez ici sur le chat votre champ de recherche. Je vais en prendre un et on va travailler ce champ de recherche ensemble. Moi, je vais envoyer le certificat seulement à ceux qui ont participé. Alors, sur les revues de littérature, bon, donc sur le deck, vous allez voir, il y a plein de... Sarah, on a une réponse, hein. Ah, pardon. Seagrass mapping. Ok. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va aller chercher ça. Donc, je vais faire une intro avant. S'il y a d'autres champs, vous pouvez les mettre. Et on va aller. Alors, comment Scopus tient les revues de littérature? Donc, comme je dis, c'est une base large.
Et donc, on peut venir faire des requêtes et puis analyser ces requêtes ici. Donc, par exemple, quelle est la quantité de, je ne sais pas, le volume de publications par an qu'il y a dans ce champ? Est-ce que c'est un champ très compétitif? Est-ce que pour cela, vous devez publier vite? Est-ce que dans cette publication vite, est-ce qu'il faudrait prioriser des publications courtes, par exemple, dont les champs sont très compétitifs? Est-ce que quelles sont les revues qui publient le plus dans le champ en termes de volume, qui sont intéressées par cette thématique, par exemple, quelles sont les affiliations ou les auteurs. Donc, si vous débutez dans le champ, ça peut être intéressant aussi de suivre ces auteurs-là, de voir ces auteurs ou alors même quels sont les documents les plus cités dans ce champ. Donc, pour pouvoir faire une analyse pertinente, tout va dépendre de la qualité de votre requête, comment vous structurez votre requête. Ça, c'est la base. Donc, il y a des choses que Scopus va faire automatiquement. Ça, c'est un rappel. Minuscule, majuscule, ce n'est pas grave. Il cherche tout. Si les accents aussi, il cherche tout. La lématisation, que ce soit singulier, pluriel ou différentes formes de adjectifs. Des équivalents, on trouvera des symboles, par exemple, gamma, si on crie gamma ou si on met le symbole gamma, peu importe, vous n'avez pas besoin d'aller vous embêter avec ça. Ou alors, si ça écrit un mot différent en anglais britannique, en anglais américain aussi, on ne va pas s'embêter avec ça. Et pour rappel, si vous ne spécifiez rien, je vais faire après la démo. euh, Là, il va, comme conversion disorder, il va chercher ces mots-là, mais pas ensemble. Donc, si vous voulez qu'ils soient l'un après l'autre, vous mettez des guillemets. Par exemple, donc conversion disorder, si je mets rien, il va aussi chercher disorder of vision, image conversion, etc. Pour rappel, il faut chercher dans Scopus en anglais, vous pouvez chercher en français, mais c'est la base a des articles en français, mais tout est indexé en anglais. Donc, il y a une double indexation. Et pour les troncatures, etc., ça fonctionnera en anglais. Et aussi, bah, quand on fait la littérature pour la publication, il faut bien qu'on voit le monde entier. Il ne faut pas qu'on reste fermé à ce qu'une notre institution fait ou notre pays fait. Il faut voir, bien sûr, pour avoir donc, une publication de haut niveau, il faut voir de manière internationale les recherches. Donc, les opérateurs booléens, il y a plusieurs personnes qui le connaissent déjà, mais petit rappel aussi. On a le AND pour faire donc les jonctions. Donc, ces deux mots, ces deux termes doivent apparaître dans les champs qu'on va chercher. On a le OR pour chercher des équivalents. Peut-être il y a plusieurs équivalents, comment dire, un concept qui est décrit de manière différente dans les articles. Donc, on va donc les éteindre la recherche avec ces équivalents. Et le end not, le sauf, pour alors exclure. Par exemple, s'il y a quelque chose qui, je ne sais pas, qui pollue notre recherche. Comme c'est multidisciplinaire, peut-être qu'il faut que j'exclue, si je suis en biologie et je cherche un mot qui est aussi utilisé dans les sciences sociales, je peux exclure, par exemple, cette discipline. Donc, sauf, je ne veux pas des articles en sciences sociales. Donc, avant, même si aujourd'hui c'est toujours intéressant de faire, mais aujourd'hui on a des outils dans Scopus qui vont nous aider à structurer ces requêtes, mais c'est toujours bien de savoir comment on les fait pour pouvoir les optimiser. Donc, une approche, c'est de prendre un, un article et cet article, on va l'analyser. Donc, c'est un article qui est bien sûr important dans le domaine, qui peut-être qu'il y a beaucoup de citations ou un article base de votre laboratoire. Et là, vous allez voir les mots-clés, les références, les mots-clés des références, par exemple, pour voir quels sont les termes que la communauté utilise. C'est pas que ce qu'on utilise, mais aussi ce que la communauté utilise. On peut voir les mots-clés aussi, les mots-clés d'auteur ou les vocabulaires contrôlés. Les articles connexes, il y a aussi des articles ici, related documents, qu'on suggère, par exemple, et les articles qui citent et les références. Donc, on a différents types de connexions et on peut donc regarder ces connexions-là.
Et à partir de là, on va bâtir donc des blocs de connaissances. Donc, c'est une construction par bloc. On va faire donc les concepts. Donc, ça sera donc des N, ces concepts-là, et puis réfléchir aux synonymes, aux alternatives de ces termes que la communauté utilise pour pouvoir donc faire une requête complète, pour après les lier avec des OR. Donc, je vais voir là vos exemples. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Energy in Building, Seagrass Mapping, Circular Economy, cartographie des herbiers marins. Merci. Je ne savais pas ce que c'était Seagrass Mapping. Immunotoxin in AAV Gene Therapy. OK. Donc, je vais vous montrer déjà un outil qu'on peut commencer comme base, qui est un outil qui est tout nouveau. Donc, c'est en version bêta, c'est le AI Query Builder. Et donc, on peut faire même en français. Et lui, il va nous générer une requête en anglais. Donc là, il y a mapping technique, mapping method, special distribution. Vous voyez, il a fait exactement cette construction par bloc en mettant des termes équivalents. Seagrass, seagrass bed, etc., etc. Je ne vais pas tous les lire, vous pouvez les lire à l'écran. Et puis, il a mis ça. Alors, c'est pas du tout, je ne connais pas ce champ-là. Et donc, on peut voir à partir de là quelle est la requête. D'ailleurs, je peux modifier la requête aussi à partir d'ici. Déjà, je vais l'annoncer telle quelle. Donc, j'ai 922 documents et je peux regarder, par exemple, dans ces documents, les mots-clés, où est-ce qu'ils apparaissent. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pertinent ou je dois encore retravailler cette requête? Donc, on va essayer de la retravailler. Donc, j'ai cliqué. Alors, vous pouvez faire ça voilà, sur un Word. Ici, je passe directement ici. Alors, on peut. Donc, lui, il a fait déjà des constructions par bloc. Alors, c'est pas mon champ, mais s'il y a des mots des concepts ici qui manquent par rapport à ce que la communauté on parle, on peut donc aller les ajouter, par exemple. On peut réfléchir là, il a mis quelques troncatures aussi, mais on peut aller réfléchir. C'est la troncature, c'est chercher la racine d'un mot, donc toutes les variantes à partir de cette racine. Donc on peut aller réfléchir dans les troncatures. Et puis après, on peut aussi venir là, par exemple, réfléchir dans un troisième temps sur les opérateurs de proximité. Par exemple, si j'avais mis Seagrass Mapping, ou ici il y a Seagrass Bed, Habitat, Ecosystem, Meadow, voilà. Et puis après, ça repasse la même chose. Je trouve un peu, comment dire, c'est un peu la même chose en fait. Et parfois, ces termes peuvent être pas tout à fait l'un après l'autre, mais peuvent avoir un, deux ou trois mots qui les séparent, mais ils sont quand même avec une relation forte. Donc, je vais travailler avec le WISI. Donc, c'est-à-dire que combien de mots doivent être séparés les deux termes. Et si vous voulez les explications, vous cliquez ici. Et là, vous avez la description et puis vous avez un exemple. Donc, par exemple, je veux une corrélation forte, je vais peut-être aller jusqu'à 5 mots. Je veux quelque chose dans la même phrase, je vais aller jusqu'à 15 mots. Voilà. Donc, par exemple, le seagrass, je vais mettre, en fait, à chaque fois, c'est seagrass. On va mettre seagrass ici et au lieu d'un end, on va mettre un whistle. Alors, je peux juste le taper comme ça. Et slash, et là, c'est moi qui dis jusqu'à combien de mots je veux que ces termes soient séparés. Donc là, je mets jusqu'à 3 mots. Et là, j'ai un peu moins de documents, j'ai 774 documents. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont les mêmes et que j'ai eu moins par rapport, mais ça peut dire qu'ils sont complètement différents. Et encore une fois, je peux venir les analyser, bien sûr, pour voir si elle est pertinente. Une chose qu'on peut faire par rapport à la méthode de Perl, par exemple, est de voir les documents les plus cités. Et là, on peut aussi dire, bon, ils sont pas très, très 2015-2020, mais par exemple, si vous avez un domaine
voilà, qui a beaucoup d'historique, et vous voyez des publications de 1800, vous pouvez aussi venir affiner par rapport à la date. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, de faire 2020 jusqu'à aujourd'hui et de prendre celui-là pour faire donc l'étude tout à l'heure qu'on a fait sur voilà, quels sont les mots-clés qui sont utilisés, les mots-clés indexés ici, les références, on peut aussi voir par exemple les références. Là, comme il y a beaucoup de citations, je peux aller aussi voir les citations. Donc ici, je peux aussi ouvrir la référence si elle est indexée dans Scopus. Donc je peux aussi déjà étudier les mots-clés. Donc ça peut être intéressant aussi de faire. Et puis les documents similaires ou suggérés. Donc on peut aussi aller regarder ces documents pour aller justement enrichir cette requête. Et puis par la suite, on peut aussi étudier ces deux requêtes dans le sens où, alors je vais juste pour que ça soit un peu plus visible ce que je fais. Donc j'ai fait la requête qui m'a été suggérée et puis après j'ai fait cette requête-là que je l'ai optimisée. Donc en fait, je peux les combiner et après faire justement voir qu'est-ce qui me manque dans cette requête et pas dans l'autre par exemple. Là, donc la 218, c'est celle qui a été faite avant. Donc, on va faire le contraire. Donc, dans la requête optimisée, qu'est-ce qui n'est pas dans cette de 922? Comme ça, je regarde ce qui est en commun, ce qui n'est pas en commun. 200. Bon, on va faire des AND pour voir alors. Et en fait, bon, les deux, là, ça se chevauche. Donc, la celle de 900. Elle englobe tout ça et puis encore plus. Donc peut-être que du coup, la première requête pouvait être très bien. Alors, je vais prendre un autre, Design Thinking Project Management. J'aime bien prendre des choses qu'on ne pense pas vraiment. Donc là, c'est des champs un peu vastes. Donc il faudrait après aussi venir les poser la question. Vous pouvez poser la question, en fait, votre question de recherche, par exemple, quel est l'impact de l'IA dans l'apprentissage voilà, académique? Et lui, il va vous transformer ça dans une requête. Donc là, j'ai 400 documents et la même chose en connaissant, voilà, en ayant en tête cette partie de comment je peux optimiser la requête, je peux venir ici essayer de l'optimiser aussi par la suite. Donc maintenant, c'est à vous. Vous pouvez, euh, vous pouvez aussi faire avec ça, avec un fichier où vous allez mettre vos concepts et vous allez réfléchir aux termes connexes. Donc, cette fois-ci, pour construire une requête bibliométrique dans votre domaine, euh, vous allez dans la partie Search. On ne va pas s'embêter avec l'Advanced Search pour l'instant. Et saisissez une requête sur votre sujet. On va trier par les citations, examiner les publications les plus citées. Et puis après, vous pouvez partager dans le chat votre requête. Comme ça, on va aller voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut analyser de plus avec votre requête. Donc, je vais vous laisser 2 minutes, comme tout à l'heure. Je vais mettre ça dans le chat. Et donc, après ça, vous pouvez me partager. Donc, pour pas que ça soit le silence, je vais mettre donc mon timer avec ma musique. Et puis à la fin, on va voir les requêtes qui ont été dans le chat.
He's asking who you Listen, bro, I have a team. They're legit. Okay, we're on the way. We're in the car right now. Pardon. Donc, vous pouvez partager ce que vous avez trouvé. C'est pas, il n'y a pas besoin d'être parfait ou d'être très élaboré non plus. Sinon, je vais commencer avec quelque chose qu'on avait vu avant. Alors, on va voir alors sur l'immunotoxicité ce qu'il va me faire comme requête. Par exemple, toxicity, toxic. Bon, je mettrai. Il n'y a pas besoin de mettre, alors il met à chaque fois des guillemets, mais il n'y a pas besoin de mettre des guillemets forcément. AAV vector, AAV gene therapy, gene transfer, genetic therapy, genetic modification. Pour celui qui avait partagé ça, je pense que c'est Anadi Saliba, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on pourrait laisser tomber cette dernière partie ici? On a la même chose comme il y a gene therapy,
je mettrai des genetic, voilà, je mettrai des troncatures. Comme ça, si c'est gene ou genetic, ça va chercher les deux. Et ici aussi, gene modification ou genetic modification, si on garde ça. Puis, on va faire cette recherche. Et je vais mettre là, comme ça, vous faites aussi cette recherche. Et puis après, on va faire l'analyse. Donc ici, à partir de cette recherche, vous allez me dire quelle est la revue est la plus... allez, on va mettre ça. Quelle est la revue numéro un, donc qui publie le plus ici, le pays et l'année avec le plus de publications. Donc ici, je mets sur le chat. Donc là, vous n'avez que à copier-coller cette requête et aller sur analyser les résultats et voir ça. Et vous pouvez mettre sur le chat, on va voir qui a la bonne réponse. Si vous avez tous la réponse ou pas. Donc je vais laisser 2 minutes encore et donc l'analyse des résultats se fait par là. Et après les 2 minutes, on va voir ensemble. Bon, est-ce que vous avez pu voir du coup sur Analyze Results? Donc ici, vous avez plusieurs graphes. Donc on voit que l'année où il y a de plus de publications, c'est 2025. C'est un champ là qui est vraiment en accélération très 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 forte. Donc il y a beaucoup de compétition.
On a plus de 150 papiers publiés par an. Donc, voilà, alors qu'il y a quelques années, 2017, il y a 10 ans, on était à 45. Et là, à partir de 2020, on a dépassé les 100. Et là, depuis 2020, ça s'accélère vraiment. Donc, c'est où il y a une forte concurrence. Quelles sont les revues? Donc, 2025, c'est l'année où il y a le plus de publications. Quelle est la revue qui publie le plus? Donc, ici, on va aller dans les sources. Et là, c'est Molecular Therapy, euh, est la plus, qui s'intéresse en tout cas à beaucoup à ce sujet. Après, pas loin derrière, parce qu'il y a 150. Il y a Human Gene Therapy, il y a Molecular Methods in Clinical Development, Gene Therapy, il y a Frontier Immunology. Il y en a plein d'autres aussi. Mais en termes de volume, c'est un sujet qui intéresse particulièrement ces revues-là. Il y a Nature Communication aussi, mais comme c'est du interdisciplinaire, c'est un peu de tout, on va dire. Donc, on peut après analyser, là, c'est une étape de plus, on peut analyser en termes de visibilité de ces revues, en termes de citation de ces revues, par exemple. C'est quelque chose qui est important pour vous. Donc, j'ai sélectionné les 5 premières, je laisse la sélection. Et puis, Molecular Therapy, c'est celle qui, en moyenne de citation, donc score, c'est une moyenne de citation sur 4 ans, basée sur 4 ans de documents. Donc, les documents publiés, on voit dans cette revue combien ils ont été cités dans les dernières 4 années et les documents publiés aussi dans les dernières 4 années. Donc, c'est les mêmes fenêtres de temps. Donc, la Molecular Therapy, elle reçoit en moyenne 20 citations par article. Les autres sont à 10 citations par article, 5 citations par article, mais c'est quand même très bien cité. Alors, si je peux, après, c'est un peu plus compliqué les SGR et les SNP, mais c'est des corrections de champ parce que dans la biologie, on cite beaucoup aussi. Donc, les citations sont plus prépondérantes. Donc, si c'était des mathématiques, là, c'était exposer tous les records. Donc, c'est bien de mettre dans un contexte. Donc ici, il y aura toujours une normalisation A1, que c'est par rapport aux corrections de champ et, voilà, et internationales. Qu'est-ce qu'on attend en termes de citation? Donc la moyenne sera 1 qui est attendue. Et donc ils sont tous au-dessus de la moyenne. Et là, l'écothérapie elle est 3 fois plus haute que la moyenne. Le SNP, ça sera un peu la même chose. Les calculs sont différents. Je ne vais pas vous embêter trop avec ça. Ce que je pense que peut être intéressant aussi, c'est de voir des articles non cités par an parce que c'est une moyenne. Donc voilà. Mais la moyenne peut être aussi modulée par rapport à un article qui est hautement cité. Par exemple, si on fait une moyenne de salaire ici, et puis Bill Gates entre dans la pièce, ben, la moyenne de salaire va être pas du tout représentatif vraiment de ce qu'on veut. Donc voilà, donc c'est un gros papier avec beaucoup de citations rentre dans la pièce. Et il peut donc monter cette moyenne, mais ça ne répète pas la réalité. Donc le pourcentage non cité. Après, il y a une fenêtre de temps pour que les stations soient citées, que les articles soient cités. Donc c'est normal que pendant les dernières années ou 2 dernières années, ils ne sont pas encore cités. Parce que c'est une connaissance qui est encore en train d'être basée pour être citée. Voilà. Mais si on regarde par exemple 2022, donc souvent c'est une fenêtre de 33 ans sur des thématiques en sciences sociales, ça peut venir jusqu'à 5. Donc par exemple, ils ont des niveaux très bas de documents non cités. Donc c'est 1%, Molecular Therapy Development c'est 5%, Molecular Therapy c'est 3%. Donc c'est bas en termes de Human Gene Therapy, c'est où il y a le plus de fluctuations où on était à 6%, et puis en 2020, 21, 22, 24, ils étaient quand même à 20% de, de, de documents qui n'étaient pas cités. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut étudier par rapport à quand vous voyez, quand vous êtes au point de publier, quelle sera la revue candidate. On peut aussi voir les auteurs, donc les auteurs qui publient le plus ici. Si c'est un champ nouveau pour vous,
ça peut être intéressant de venir aussi voir les 2 dernières années. Donc, Herzog, il a publié pas mal. Maintenant, sur les dernières 5 ans, Herzog est toujours là, mais en fait, c'est Gao qui a publié, bon, après, c'est vraiment 25-21, bon, qui a publié le plus. Donc, si je ne connais pas ces auteurs, peut-être ça vaudra le coup d'aller regarder leur profil, dans quoi elles travaillent, quels sont ces documents. Je peux déjà regarder les topics et on voit très, très bien que voilà, la requête était pertinente et en plus, voilà, c'est les topics qui m'intéressent. Donc là, il y en a 45 ici. C'était vraiment ce que la personne qui avait mis dans le chat, là, le sujet. Et donc, je peux voir tous les documents de ce chercheur. Et puis, pourquoi pas, si c'est vraiment un chercheur très important dans mon champ, ou alors qui a une recherche qui m'intéresse particulièrement, je peux faire une alerte au document. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Année de publication, les auteurs les plus prolifiques. Donc voilà, les auteurs, on a ici, en termes de volume. Donc ici, on a de Gao, Herzog, Minzag, Adjali, Byrne. En termes de territoire, bien sûr, il y a eu un biais par rapport au nombre de la population. Donc, voilà, Chine, États-Unis, donc il faudrait avoir une correction par la population ici c'est juste le volume. Donc, Chine, États-Unis, voilà, ils sont souvent là parce que ils ont des grosses populations. Et puis après, on peut aussi voir quelles sont les agences de financement qui s'intéressent aussi à cette recherche. Ça, c'est aussi extrait des métadonnées des articles. Donc, quelles sont celles qui peut-être financent, qui ont appétit pour ce champ ou qui financent plus? Donc, on peut voir, par exemple, euh, voilà. Il y a par exemple Pfizer. C'est pas une agence de financement, mais voilà, c'est un financement. Il y a le programme Horizon 2020. Et, voilà, on peut voir. Il y a aussi, en France, il y a l'ANR ici aussi qui est là. La même chose, parfois, il faut regarder ça aussi avec des œils critiques, un œil critique. Parce que aussi, en termes de publication, NIH, c'est la même chose qu'en termes de population. Donc, il y aura aussi un biais par rapport à ça. Mais ça peut être intéressant. Voilà. Donc, et après, une fois que vous avez optimisé votre requête, vous avez travaillé, même si elle n'est pas parfaite, faites une alerte ou au moins sauvegardez-la. C'est quoi la différence? C'est que vous allez sauvegarder dans votre bibliothèque, mais elle ne va pas tourner comme ça. Donc après, il faudrait que vous allez ici, vous regardez les recherches et puis vous la faites tourner vous-même. Et l'alerte, bah, vous recevez ça dans votre boîte email. Si vous voulez mettre aussi un collaborateur, vous pouvez mettre ce collaborateur ici. Et avec un espace. Et puis, vous faites la fréquence que vous voulez. Est-ce que vous voulez recevoir dès qu'il y a quelque chose de nouveau? On voit que c'est un champ quand même qui bouge, qui accélère beaucoup. Il y a une centaine de publications par an, 200 presque. Donc, est-ce que vous voulez tous les jours? Est-ce que vous voulez une fois par semaine? C'est quand vous faites la bibliographie? C'est le lundi, le mardi, le vendredi, je ne sais pas. Vous choisissez. Ou une fois par mois. Et là, vous choisissez le jour et vous faites votre alerte. Donc, avant, je vais vous faire un petit sondage sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, vous allez voir apparaître les questions sur votre écran. Donc, je vous invite à répondre à ces questions-là. Je vais laisser 2 minutes aussi pour les réponses.
Non, merci. Je vais laisser 5 secondes. Je vois qu'il y a des gens encore à répondre. Voilà. Alors, si vous avez deux profils qui existent à votre nom, avec des publications réparties entre eux, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez fusionner ce profil. Donc, vous allez faire la demande de fusion des deux profils. Il n'y a pas de suppression et il n'y a pas un troisième profil qui va regrouper tout ça. Vous allez les fusionner. Et donc là, on va aller dans Request Author Details ou Merge Authors. Si vous souhaitez que vos nouvelles publications apparaissent automatiquement dans votre profil dès leur indexation, qu'est-ce qui est le recommandé? C'est premièrement optimiser son profil Scopus pour qu'il répertorie toutes vos variantes de noms dans votre profil. Après, ce serait mieux que vous utilisiez tout le temps une même variante. Après, lier son OrcID et quand vous publiez aussi, mettez votre OrcID. Donc, c'est cet identifiant unique international, c'est une norme internationale qui vous identifie que vous êtes vous. Et aussi de suivre la charte de votre institution conforme comme vous devez signer l'institution. Et là, je pense que ça a été clair, la différence entre la recherche, l'alerte de documents et l'alerte de citation. Voilà, l'alerte de documents, c'est pour des nouveaux documents. De citation, c'est dès qu'on cite ce document-là. Alors, pour après, je vous invite après à créer votre alerte, aller dans Scopus et vous choisirez votre fréquence. Pour aller plus loin, il y a tout un hub avec des webinaires passés. Il y a notre page francophone. J'ai mis aussi des liens ici. Et puis, on a le Scopus Academy pour ceux qui veulent. Si vous aimez les certificats, Scopus Academy est fait pour vous. Voilà. Donc, vous avez ici, à chaque module, vous avez des certificats. Donc, vous pouvez... maintenant, il a changé. Sinon, après, je vous partage le lien. Voilà. Donc, vous allez à votre rythme, vous faites voilà, le cours, les modules, et à chaque module, vous avez un certificat et vous avez des quiz à la fin de chaque module pour valider vos connaissances. Est-ce que dans Q&A, je vois rien dans Q&A. Je vois juste une question Non, il n'y a dans rien. le chat. Il y a une Alors, question. ouais, comment augmenter le nombre de stations? Alors ça, c'est vraiment la question que tout le monde veut répondre. On va dire, je vais juste dire l'analyse voilà, Bien sûr, ça va dépendre de votre champ de recherche, etc. Donc déjà, c'est d'avoir une veille documentaire stratégique forte. Vous savez ce qui se passe dans le monde pour pouvoir mener bien votre recherche, bien sûr. Après, ce qu'on voit en termes de chiffres, c'est les collaborations internationales. Vous êtes donc collaborer avec voilà, d'autres pays. En général, les articles avec des collaborations internationales ont plus de citations que les articles avec des collaborateurs juste d'un pays ou juste d'une institution encore moins. Donc encore moins de citations. Par exemple. Après, aussi, quand vous allez chercher la revue ou publier, voilà, s'il y a un mandat de votre institution, de votre bailleur, regardez bien ça, mais aussi vérifiez que la revue, quels que soient vos critères, soit bien indexée dans les différentes bases, que ce soit Scopus, autre chose, mais qu'elle soit indexée parce que ça dépend de la découvrabilité des recherches. Donc, dans des bases internationales. Parce que plus voilà, on vous découvre, plus, ouais, plus vous êtes cité. Et puis après, je pense qu'il y aura aussi je pense qu'aussi dans le futur, on verra aussi plus la lecture aussi, surtout quand on voit dans les chiffres des sciences sociales, par exemple, on a beaucoup plus de lectures, des citations, donc on utilise ça pour voir l'impact d'une publication, par exemple. Donc voilà, quelques pistes en tout cas.
Et comment collaborer à l'international? Alors, je vous ai donné par exemple des manières de chercher des personnes qui travaillent dans le même champ que vous, par rapport au réseau aussi de vos, de votre chef de labo, de votre superviseur de thèse, voilà, de votre encadrant de thèse, par exemple. Mais ici aussi, vous avez plusieurs manières de chercher qui travaille dans ce champ-là. Et bien sûr, il faut voir après dans quelle manière vous allez collaborer. Est-ce que vous, je ne sais pas, votre recherche vous emmène dans une méthode? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais dans un champ. Et ma recherche m'a amené à explorer le métabolisme. C'était pas quelque chose que mon laboratoire avait une expertise, voilà, pour ça. Donc, je suis allée chercher un collaborateur pour, euh, pour, euh, pour pouvoir donc m'aider sur la partie métabolisme, qui avait les équipements aussi. Donc, ça a permis de faire quelques expériences. Aussi, donc là, c'est aussi un réseau proche pour faire des expériences, mais on peut aussi aller chercher. Donc, ça peut aussi, voilà, ça dépend, mais vous pouvez, voilà. Il y a aussi des collaborateurs qui étaient dans la même sphère où on a demandé aussi leur expertise, par exemple, sur l'analyse de certains résultats ou autres, et voilà, pour modéliser certaines choses. Donc, ça peut, voilà, à partir du moment, ici, dans Scopus, vous pouvez chercher ces experts et puis après, avoir le bon bout pour demander la collaboration. Alors, l'indice de recherche C, je ne le connais pas. C'est parce qu'il y a tellement d'indices maintenant de recherche. C'est un H-index C, parce que je connais H-index M et H-index, je ne sais pas si c'est ça. Je vais voir, je vais chercher ça, mais là, je ne saurais pas la réponse de l'indice de recherche C. Ah, le H-index, ok. Le H-index est je vais plutôt faire comme ça. Euh, Est-ce que j'ai encore l'auteur ici? Est une association de citations et de documents. Donc, combien de documents vous avez, combien de citations vous avez? C'est cette corrélation-là. Où est-ce qu'il est ce H-index ici? Donc, quand on voit le graphe, on va donc plotter dans ce graphe les publications de celle qui a le plus de citations et celle qui a le moins de citations. Donc là, par exemple, point 1, 2107 apparemment. Bon, on va étirer un petit peu d'années là, je sais pas. Bon, c'est quand même très, très bien cité, hein. 1216.2, 146. Et puis, on va passer cette ligne à 45 degrés. Si vous vous souvenez des cours de géométrie, voilà. C'est le point où les, le X et le Y ont le même, la même mesure, la même distance. Donc ici, ça veut dire donc, que ça a coupé le graphe à 34. Donc pour 30, il a 34 publications, pour 34 citations. Donc ça, c'est le H-index. Donc si quelqu'un a deux publications, mais c'est deux publications en 300, 300, je ne sais pas, hein, beaucoup de citations par exemple, son H-index est de combien maximum? Deux, parce qu'il a deux publications. Donc, il faut le H-index attend. C'est pour ça qu'il faut regarder plusieurs choses et mettre dans un contexte plusieurs choses et surtout avoir du qualitatif derrière aussi. Donc, les indicateurs peuvent venir donner quelque chose d'objectif, un critère objectif, mais il faut bien faire un narrative et il faut bien aussi mettre ça dans le bon contexte. Donc, on va toujours regarder plusieurs. Par exemple, il y a deux. Si je dis il y a deux publications, 300 citations et index de deux, je comprends très bien que voilà, il y a un potentiel énorme. Ces deux publications, chacune, elles ont, je ne sais pas, si on fait 100 et 200. Donc c'est intéressant. Donc, voilà. Et il a mené des recherches, en tout cas, qui ont eu un fort impact. Après, il faut aussi que j'aille voir ce contexte-là. Est-ce que c'est cité parce que les gens sont, voilà, en disant que je ne sais pas. Donc, il faut aller voir aussi la recherche derrière. Donc, le H-index, personnellement, je trouve que ça peut être plus un signe de seniorité parce qu'il faut pas mal
avoir publié pour avoir un H-index haut et que les citations suivent derrière. Donc parfois, la personne a 200 publications, puis un H-index de 10, et encore une fois, ça dépend du domaine, parce que ça peut être bien pour ton domaine. Donc, ça peut dire, bon, OK, elle a beaucoup de publications, mais elles ne sont pas citées. Donc, voilà. Mais ça peut, moi, personnellement, je trouve que c'est plus quelque chose qui indique la seniorité et expertise d'un domaine, hein, les deux ensemble. Alors, le quartal d'une revue, je vais prendre la dernière question, et puis comme on est déjà en retard. Donc, c'est dans les sources. euh, euh, donc, en fait, les revues, elles ont le chiffre moyen là, de citation, comme je le disais tout à l'heure, 17. On va prendre iScience. On va les regarder. Donc, vous voyez, tout est cliquable. Donc, si vous voyez la revue là, vous cliquez ici. Si vous voulez chercher la revue, vous allez dans Source. Mais par rapport au contexte où est-ce qu'elle publie, bon, iScience encore, c'est très pluridisciplinaire, mais bon. Donc, elle va être dans la catégorie multidisciplinaire. Donc, dans le contenu multidisciplinaire, et là, c'est toutes les revues qui peuvent publier en astrophysique, en bio, en chimie, etc. Donc, c'est ça, cette catégorie multidisciplinaire. Où est-ce qu'elle se trouve? Donc, quelle serait... donc, elle est la 10e, je ne sais plus, elle est la 25e. Donc, ça, c'est le quartile. Et donc, par rapport aux autres, il y en a 223. Elle est dans le top, en fait, c'est 100 moins 89, top 11%, donc dans le premier quartile, qui est jusqu'à 25%. Donc, c'est les 25% de revues qui sont les plus citées. Comment je peux voir ça par rapport à un sujet? Vous allez ici dans Subject Area, et là, on va prendre, par exemple, Agronomy et Crop Science. Et ici, je peux dire je veux juste le premier quartal. Mais il est déjà dans les... Et donc là, j'ai les revues qui sont que dans le premier quartal. Ou alors, si vous avez une revue d'intérêt, vous allez chercher cette revue-là par le titre. Et après, dans ça, vous allez regarder ici. Donc, si elle est jusqu'à 75, elle est dans le premier quartal. C'est entre 50 et 75 dans le deuxième quartal. Voilà. Donc, vous avez... euh, combien, voilà. Et par rapport aux articles publiés dans le domaine, on a montré tout à l'heure à partir du Analyze Result, à partir d'une requête qui est bien ce que tu fais. J'espère vous aider et je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, à la prochaine. Bonne journée, au revoir.